Faisant suite à l'engouement qu'il y a eu la semaine dernière pour les différentes vidéos qui traitaient de l'immobilier, je me suis dit que cette semaine, j'allais prolonger la semaine immobilière, comme je l'ai appelée, et ainsi répondre à davantage de questions qui m'ont été posées dans la communauté YouTube ou Facebook et Instagram. Aujourd'hui, je me propose de répondre à la question « Comment investir dans l'immobilier résidentiel sans argent ?» Je vais te donner 3 stratégies pour y arriver. Et la 3e stratégie est juste puissante. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir le maximum d'Africains réussir tous leurs investissements. Et pour ce faire, je te propose du contenu de bonne qualité sur cette chaîne afin de t'aider si toi également tu es dans cette lancée-là. Si c'est quelque chose qui te parle, quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour faire grandir la communauté, mais surtout pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet du jour qui est celui de comment investir dans l'immobilier résidentiel sans argent, je t'invite à faire 2 choses si tu es nouveau sur la chaîne. La première, va dans le lien descriptif de cette vidéo pour récupérer mon cadeau pour toi qui est un petit livret qui se lit rapidement et qui te donne 10 idées de business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. La seconde chose que tu dois faire si tu es nouveau sur la chaîne et si tu es intéressé par la thématique immobilière, si l'immobilier c'est quelque chose qui te parle, quelque chose où tu souhaiterais te lancer, je t'invite fortement à t'inscrire sur le formulaire qui est disponible également dans le lien descriptif de la vidéo afin d'avoir un échange gratuitement avec moi. Ceci étant dit, on est parti pour notre sujet du jour qui est celui de savoir comment tu peux investir dans l'immobilier résidentiel sans argent. Il y a 3 stratégies, comme je te l'ai dit en début de vidéo. La première stratégie pour investir dans l'immobilier résidentiel sans argent, c'est simplement via son logement actuel. Oui, tu as bien compris. C'est en usant de ton logement actuel. Tu peux utiliser ton logement où tu vis actuellement dedans pour investir dans l'immobilier. Pour ce faire, il faudra que tu disposes d'une pièce libre dans ton logement. Par exemple, si tu as une chambre que tu n'utilises pas souvent, tu peux l'exploiter pour investir dans l'immobilier et commencer par là afin de pouvoir aller plus tard vers d'autres types d'immobilier plus rentables. Comment tu vas procéder? Tu vas mettre cette pièce de ton logement en location courte durée. Ici, en termes de location courte durée, tu as de nombreux sites type Airbnb, Booking qui proposent des locations courte durée. Là, tu dois poster ton annonce sur ces grands sites qui sont très bien référencés. Et une fois que tu as posté ton annonce, tu auras des voyageurs qui vont te contacter. Tu dois répondre aux demandes, aux questions, aux interrogations de tes voyageurs afin de pouvoir mieux répondre à leurs demandes. Tu peux avoir des voyageurs qui souhaitent savoir par exemple si ton logement est bien positionné, quels sont les centres d'attraction autour de ton logement, etc. L'avantage quand tu as bien rédigé une annonce attractive, c'est que tu as un certain type de questions qui ne te parviennent pas parce qu'il y a toutes les informations dans ton logement. Donc tu dois bien rédiger ton annonce. Ici, tu dois mettre des photos très attractives qui donnent envie de venir dans ton logement. N'hésite pas à utiliser des photos professionnelles pour donner cet effet waouh à ton logement. Et une fois que tu as des voyageurs, tu dois les recevoir bien sûr et puis
mettre en place des prestations de services de qualité. Par exemple, tu as le ménage que tu dois faire, mettre à disposition des linges propres de chambre, etc. Donc, l'idée ici, c'est de tout faire pour que le client soit satisfait, pour que le voyageur ait une expérience agréable et unique dans ton logement. Et ainsi, il va te laisser un commentaire positif. Et plus tu auras de commentaires positifs, plus ton annonce sera intéressante et les personnes seront plus susceptibles de réserver chez toi. En amont, il faudrait que tu prépares ton logement pour recevoir les voyageurs. Ici, je ne te dis pas de refaire toute la décoration de ta maison. Ta décoration de la maison est déjà faite. Il ne faudrait pas que ce soit juste excessif. Il faudrait une décoration plutôt classique, une décoration plutôt passe-partout. Pas trop en faire non plus. Et dans la chambre ou la pièce que tu vas mettre à disposition, tu dois prévoir un lit forcément avec les draps, tout ce qui va bien avec. Tu dois prévoir également un bureau pour que les personnes qui viennent dans ton logement et qui sont là pour un séjour professionnel puissent, si elles souhaitent le soir, pouvoir travailler et de se faire travailler depuis la chambre. Donc, tu dois mettre un bureau. Tu dois également mettre quelques décorations dans la chambre pour que ce soit agréable aux voyageurs. Et si c'est des pièces communes comme la salle de bain ou WC qui sont partagées, tu dois mettre un minimum à disposition et éviter d'avoir tes affaires qui encombrent le logement. J'ai déjà parlé sur cette chaîne de comment j'ai fait moi pour me dégager des revenus supérieurs à 1 000 € avec la location d'une partie de mon logement. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller regarder cette vidéo après celle-ci. Je vais te mettre le lien dans le descriptif. Une fois que tu as fait cela, ton logement est prêt pour accueillir les voyageurs. C'est à toi maintenant d'offrir une belle expérience pour que les voyageurs soient très satisfaits. En termes de prix, tu as la possibilité de voir ce qui se fait en termes de moyenne de prix dans la zone où tu te trouves. Pour ce faire, rien de plus simple que d'aller sur Booking ou sur Airbnb. Tu tapes ta ville, les logements dans ton quartier et tu verras la moyenne de prix. Et en fonction de ça, tu peux te positionner. L'avantage des sites comme Airbnb, c'est que tu as la possibilité de voir l'attractivité de ta zone, de voir les moyennes de prix en termes de quartier, en termes de points d'attraction. Donc, ça te permet, toi, facilement de te positionner. Dans un premier temps, tu peux proposer des prix très attractifs, histoire de mieux te faire connaître. Et une fois que tu as quelques commentaires, tu as des personnes qui sont venues dans ton logement, tu peux passer à des prix dans les moyennes du marché, voire même des prix un peu supérieurs si les prestations que tu proposes sont également supérieures. Pour que tu puisses pratiquer cette activité, il y a certaines conditions que tu dois remplir. Par exemple, tu ne peux pas louer ton logement en courte durée plus de 120 jours par an. Et tu ne peux pas louer à la même personne plus de 90 jours. Dans ces cas-là, tu peux être reconsidéré et avoir une amende qui va bien avec. Donc, il faut faire très attention. Également, il faut se rapprocher de la commune de ta ville afin de savoir quelles sont les dispositions restrictives que tu as en fonction de la location courte durée. Parce que les restrictions ne sont pas pareilles que tu sois par exemple à Paris ou à Lille. C'est pas la même chose du tout. Tu dois maîtriser la réglementation de ce côté-là pour ne pas te retrouver hors la loi. Et si tu veux louer au-delà de 120 jours, tu dois basculer en location longue durée. Donc, ce que tu peux faire, c'est pendant 120 jours, louer en courte durée, emmagasiner un maximum. Et puis, au-delà des 120 jours requis, tu passes à une location classique, une sous-location de ton logement. Donc, tu loues par exemple à un étudiant qui est là pour 3 mois, pour 6 mois, histoire de compenser. Ça permettra que ton logement sera loué durant toute l'année. Et ça, c'est des revenus locatifs que tu te crées de cette manière-là, sans avoir à recourir à un prêt bancaire ou à sortir quoi que ce soit de ta poche. Les gros avantages, c'est que lorsque tu pratiques cette location d'une partie de ton logement, tu te génères des revenus qui permettent souvent de payer la globalité de ton prêt immobilier si tu as un prêt immobilier adossé à ton bien.
Et ceci fait toute la différence. Sachant que même si tu n'es pas propriétaire, tu as la possibilité de sous-louer ton logement en tant que locataire. Pour ce faire, tu dois avoir l'autorisation du propriétaire pour pratiquer la sous-location. Quoi qu'il en soit, tu l'auras compris, c'est possible de se générer des revenus sans être propriétaire de son logement ou alors en étant propriétaire mais sans passer par un prêt bancaire. La deuxième stratégie que tu peux user pour te faire des revenus dans l'immobilier résidentiel sans argent, c'est de procéder à un prêt à 110%. C'est quoi un prêt à 110%? C'est simplement un prêt où la banque te finance l'ensemble des éléments de ton prêt. La banque finance le prix d'achat du bien, elle finance les frais de notaire, elle finance les frais d'agence s'il y a une agence interposée, elle finance les travaux s'il y a des travaux qui sont compris. Bref, la banque finance la totalité de ton financement. Toi, tu n'as rien à sortir de ta poche. Ça, c'est un gros atout qu'on a en France de pouvoir pratiquer le 110%. De nombreuses personnes ne passent pas à l'acte sous prétexte qu'elles n'ont pas d'argent pour acheter un bien en cash ou alors elles n'ont pas d'argent pour faire un gros apport ou un apport tout simplement dans un projet. La solution est toute trouvée, le prêt à 110%, ça permet de pallier à ces excuses-là pour ne pas investir. Il faut savoir que pour être éligible au prêt à 110%, il faut remplir certaines conditions et dont la principale, c'est d'avoir une stabilité de l'emploi. Et en France, la stabilité de l'emploi sur un point de vue bancaire se traduit par un CDI pour des personnes qui sont salariées et par 3 derniers bilans pour des personnes qui sont à leur compte. Et les bilans doivent être intéressants. Ça ne sert à rien de présenter 3 bilans pourris à la banque, ce sera compliqué. Pour les personnes qui sont salariées, c'est le CDI. Lorsque tu as ce CDI en France, quel que soit ton niveau de revenu, tu es plus enclin à bénéficier du 110%. Comment ça fonctionne concrètement? Lorsque tu as ton CDI et que tu n'as pas d'autres prêts à côté, la banque te finance plus facilement qu'une personne qui a par exemple un CDD. Pourquoi? Parce que la banque part du principe qu'un CDI c'est périn. Tu ne seras pas licencié du jour au lendemain à part grosse crise ou grosse restructuration de l'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, ton emploi est plus ou moins périn. Par contre, quand tu as un CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée, la banque part du principe que c'est des contrats qui sont précaires, entre guillemets, et ne te finance pas parce que trouve que c'est précaire. Par contre, tu peux, en fonction de la manière que tu présentes ton dossier, te faire financer, même si tu es en intérim. Ça dépend vraiment de comment tu justifies cela. Lorsque j'étais banquière, par exemple, j'ai eu de nombreuses personnes que j'ai financées qui n'avaient pas de CDI, mais qui me présentaient des contrats d'intérim, par exemple. Pour certaines personnes, l'intérim, c'est un choix. Si tu présentes à la banque que ça fait des années que tu ne fais que des intérims, tu as toujours été en emploi, tu n'as pas de période de chômage ou de galère dans ton emploi, la banque comprend que c'est ton choix. Et il faut savoir qu'il y a des secteurs où on ne chôme quasiment jamais. Dans l'informatique, par exemple, il y a des personnes qui préfèrent rester en intérim parce qu'elles gagnent beaucoup plus que si elles étaient en CDI. Et c'est des secteurs où il y a une forte demande. Pour ces profils-là, par exemple, quelqu'un qui te présente depuis 10 années, 5 années, 3 années, des fiches de paye régulières pendant 3, 5, 10 années en intérim. Tu comprends très bien que c'est un choix de vie pour cette personne-là. Et en fonction de comment tu présentes donc ton dossier, la banque peut te financer sans problème. Donc ici, il ne faut pas trop se dire « oui, moi je n'ai pas de CDI, ça veut dire que je ne suis pas éligible ». Non, ça dépend vraiment de comment tu présentes ton dossier. J'ai fait déjà une vidéo sur cette chaîne où je t'expliquais comment tu pouvais présenter un dossier en béton pour te faire financer à coup sûr tes projets par la banque. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à la regarder après celle-ci. Je vais te mettre le lien dans le descriptif et tu pourras la consulter après, où elle va apparaître quelque part là-haut. Quoi qu'il en soit, présenter un dossier en béton, c'est la base pour te voir accorder ton 110% par la banque. Avant de basculer sur la troisième manière d'investir dans l'immobilier résidentiel,
sans argent lorsqu'on est en France, je t'invite à t'inscrire via le formulaire qui est disponible dans le lien descriptif de cette vidéo si tu es intéressé par l'immobilier et que tu souhaites avoir un échange gratuitement avec moi. La troisième manière d'investir dans l'immobilier résidentiel sans argent en France, c'est de pratiquer la sous-location immobilière. Qu'est-ce que c'est que la sous-location immobilière? Ici, tu dois simplement repérer les biens qui sont mis à disposition sur le marché de l'immobilier locatif. Par exemple, tu as plein de biens à louer que tu peux voir sur le Bon Coin. Une fois que tu repères ces biens qui sont mis à louer, tu te positionnes sur ces biens pour les louer en demandant l'accord de ton propriétaire de pouvoir sous-louer le bien. Et lorsque ton propriétaire est d'accord et que la réglementation te le permet, tu dois toujours checker les aspects de la réglementation qui peuvent restreindre ou non cette activité. Lorsque ton propriétaire est d'accord et que la réglementation est également OK, tu peux donc passer à ton activité de sous-location. Tu peux pratiquer cette sous-location de manière professionnelle. C'est-à-dire que tu n'as pas à vivre dans le bien que tu sous-loues. Tu prends le bien, tu le sous-loues, mais sans y vivre dedans. Ici, tu as un certain nombre de choses que tu dois réaliser en amont pour que ce soit fait dans les règles de l'art, pour ne pas te retrouver à te prendre une amende. Donc, je t'invite à faire le nécessaire pour être en règle. Pour sous-louer ton logement, rien de plus simple. Tu vas, comme j'ai dit précédemment, sur des sites comme Airbnb, Booking et tu proposes ton bien en sous-location sur ces sites-là. Une fois que tu y es, tu fais des annonces attractives. Pareil, comme j'ai dit précédemment, tu proposes des annonces au coup de cœur et pour un début, tu proposes des prix attractifs. Une fois que ton annonce ou ton logement est bien connu, tu peux remonter les prix. Donc, tu as une stratégie pour pouvoir remettre le bien au goût du jour. Parce que lorsque tu loues généralement un bien, soit tu le loues en nu ou en meublé. Si le bien est en location nue, tu dois meubler le bien pour qu'il soit adapté à une location courte durée. Et avant de meubler le bien, tu dois faire des travaux d'embellissement. Donc ça, c'est important également pour rendre ton bien attractif. Et si le bien est déjà meublé, ici, c'est à voir si tu ne dois pas faire quelques travaux d'embellissement ou redécorer un peu le bien. Quoi qu'il en soit, les biens qui sont généralement sur le marché, même meublés, ne sont pas les biens qui passent à mot de coup de cœur sur des sites comme Airbnb. Tu dois refaire un travail de décoration, de redesign du bien derrière. Ça, tu peux faire appel à une décoratrice d'intérieur pour t'accompagner. Et puis, tu as des artisans qui t'aident à remettre un coup de neuf sur le logement avec de la peinture par-ci et puis 2-3 changements par-là. Donc, voilà comment tu peux, toi également, user de la sous-location pour te faire des revenus sans argent dans l'immobilier. Pour savoir concrètement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quelles sont les démarches que tu dois entreprendre, comment tu fais pour tes travaux, est-ce que tu dois faire des travaux plus en profondeur, est-ce que tu peux redesigner complètement le bien ou alors réagencer complet, faire des travaux plutôt lourds dans le logement. Tout cela, ça passe par la formation. Donc, je t'invite fortement à te former avant de te lancer dans l'activité de sous-location en mode professionnel. Pour ce faire, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites un accompagnement là-dessus. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Les 3 stratégies que tu peux mettre en place pour investir dans l'immobilier résidentiel sans argent en France en 2022. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces stratégies serait la plus adaptée pour toi. Dis-moi également dans les commentaires si tu as déjà appliqué une des stratégies que j'ai partagées dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air si c'est le cas. Ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Également, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Pour faire grandir la chaîne et également pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Pour terminer, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites avoir un moment d'échange gratuitement avec moi, je t'invite à t'inscrire sur le formulaire disponible dans le lien de cette vidéo. Nous on se dit
À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!